Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir une talentueuse actrice qui a su faire une place dans le paysage télévisuel français avec sa fraîcheur et son exigence artistique. C'est Léa Lebrumont, bonjour. Bonjour, Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Première question déjà, c'est comment vas-tu? ça va super bien. Je sors d'un stage intensif en anglais, donc je suis un peu fatiguée, mais ça va super. Je suis très contente d'être là. Est- Est-ce que l'anglais c'est pour plus tard, pour le travail? C'était déjà pour découvrir. J'aime beaucoup la langue anglaise depuis que je suis toute petite. Et c'était pour savoir si j'étais capable de jouer en anglais parce que là, je commence à, dans mon CV, en tout cas, j'ai on va dire, fait en sorte que je passe des castings en anglais. Mhm. Et il fallait quand même que je teste avant pour être sincère avec mon agent et qu'elle puisse vraiment m'envoyer sur des castings en anglais. Ouais. Et ça s'est très bien passé. J'avais super peur. C'était le truc le plus terrifiant, je pense, que j'avais prévu cette année. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc maintenant, je suis assez sereine. Je sais que je peux y aller tranquillement, quoi. Super, tu nous en parleras. C'est- Avant qu'on plonge totalement dans ton parcours, j'avais une question super importante à te poser, c'est si tu devais choisir un lieu à La Réunion qui t'inspire, ça serait quoi? Est-ce que entre le Piton de la Fournaise et la plage de l'Ermitage? Pourquoi? moi, je viens de l'Ermitage, donc je viens de Saint-Gilles, donc je suis obligée de dire Ah, la plage de Saint-Gilles. l'Ermitage. Ouais. Genre, j'ai vraiment, pour le coup, grandi plus sur la plage de Boucan-Canot, pour ceux qui Ok, ouais, ouais. connaissent, avant que les requins arrivent, malheureusement. On était beaucoup plus libre de se baigner. Effectivement, les plages d'Arignon, les plages de l'Ouest m'inspirent beaucoup. D'accord. Mais ils ont fait du travail pour pour les requins, ils ont protégé ça maintenant. Maintenant, on peut se baigner tranquille. Oui, ça va de mieux en mieux. Les écoles de surf ont réouvert, etc. Mais c'était un long chemin quand même. Ça date depuis, on va dire, 2010. On Mhm. est quand même en 2024. Ouais. Ça fait quelques années que ça va mieux, mais je pense que c'est toujours un combat quand même actuel à La Réunion. Mhm, tout à fait, ouais. Si maintenant on parlait un peu de ton parcours pour donner un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais comment tu es rentré dans l'industrie, je sais que tu as commencé par le conservatoire rayonnement régional à La Réunion, tu nous en parles un peu? Oui, alors avant même, parce que le conservatoire, on pouvait y rentrer qu'à l'âge de 15 ans. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre dans un petit cours pas loin de chez moi à 13 ans. Et en fait, très vite, je pense que vraiment même au bout de 2 mois, je parlais mais vraiment au hasard du cinéma à une copine. Donc, une D'accord. de mes meilleures copines. Donc, en fait, ça aurait pu être n'importe quelle conversation. Et là, on a décidé de parler de cinéma à 13 ans. Et elle me dit, mais là, je passe un casting pour un court-métrage. Et je me dis, mais ça tombe trop bien. Bah, ok, elle m'envoie le truc. J'envoie mes informations. Je passe le casting. Et on est prises toutes les deux pour jouer dans une bande de copines dans ce court-métrage qui s'appelle Allez Coco de Elsa Davani. Et à partir de là, j'ai compris, je sais pas comment, et j'ai senti que j'avais vraiment envie de continuer. Et donc, j'ai pris ça un peu plus au sérieux par la suite et je me suis inscrite ensuite au conservatoire régional. Ouais. D'accord. Comment ton entourage a réagi quand tu leur as dit que ouais, tu devais devenir actrice en fait? Pour mes amis, ça devait être très bizarre parce que je suis vraiment. Alors, mes parents, pour le coup, eux, je pense qu'ils s'y attendaient un peu. Je D'accord. faisais vachement le clown à la maison. C'est même ma mère, je crois, qui m'a mis au théâtre. J'arrive jamais à savoir si c'est moi qui ai demandé en premier ou si c'est elle qui. J'ai dû le demander parce qu'elle m'aurait jamais forcé à faire une activité. Mais vu que je débordais d'énergie, eux, ça les a pas du tout. C'est-à-dire que même maintenant, quand j'en parle avec mon frère, parce que je vis avec mon frère et que lui, du coup, il est tout le temps avec moi quand je suis en tournage et tout, il sait à peu près ce qui se passe dans ma vie. Mhm. Ça le choque pas, les choses se sont fait hyper progressivement. Donc, et par contre, mes amis, il y a eu un vrai moment où ils se sont rendus compte que c'était sérieux et que c'était pas juste un hobby et que du coup, ils se sont dit, ok, c'est bien, tu vas vraiment faire ça comme métier, c'est vraiment la voie que tu as choisie. Et avant que tu te diriges vers le théâtre, tout ça, c'était quoi tes passions avant de découvrir le théâtre? Mon père nous a obligés à faire beaucoup de sport. Donc, à ce moment-là, je faisais du tennis. J'étais passionnée par la danse aussi, Ouais. surtout le modern jazz, et de l'équitation. J'ai une partie de ma famille qui est passionnée par l'équitation. Donc, du coup, j'ai forcément un peu trempé dedans aussi.
Mhm. Et c'est vrai que moi, je m'obligeais pas trop à faire des trucs qui me plaisaient pas. Donc, c'est le tennis, l'équitation, la danse, c'est vraiment les trucs qui reviennent à chaque fois et que je pourrais continuer à faire là, maintenant, à mon âge. D'accord. Si on parlait maintenant un petit peu de éducation et formation, comment tu trouves, toi, l'équilibre Mhm. entre tes études et ta formation théâtrale, tout ça? Par exemple, parce que j'ai fait une licence de cinéma, par exemple, Oui, oui, ça. ou même au lycée. Ouais, même au lycée, ouais, comment tu trouves l'équilibre entre les deux, en fait? Eh ben, au lycée, c'était très dur, franchement, parce que donc pour Paris, ça paraît pas très loin, mais je faisais du théâtre à 45 minutes de chez moi, et à La Réunion, c'est littéralement l'autre côté de l'île. Bien sûr, Donc oui, oui. Avec les embouteillages, tout ça. exactement, et j'ai eu énormément de choses que mes parents m'accompagnent dans mes choix, parce que du coup, ils me permettaient de faire 12 heures de théâtre par semaine au lycée Oh, wow. en même temps que je passais le bac blanc et le bac de français, et en même temps que j'étais sur une série aussi. Donc, mon temps était vachement divisé. Je pense que j'ai fait quand même pas mal de sacrifices parce qu'il y avait beaucoup de stages aussi le week-end où du coup je voyais pas mes amis. Après, je me suis fait de très très bons amis au conservatoire, donc ça va. J'étais pas à plaindre du tout. Mais c'est vrai qu'à un moment c'était un sacrifice et j'ai dû même m'arrêter l'année du bac parce que j'étais Mhm. pas sûre de pouvoir continuer à faire 12 heures de théâtre par semaine, donc aller loin de chez moi tous les soirs et rentrer, ça se terminait à 21 heures, donc j'étais chez moi à 22 heures, quoi. Mhm. Après, je reprenais les cours à 7 heures, à 7 heures du matin. Donc, du coup, j'ai fait une pause juste l'année du bac parce que c'est vrai qu'il fallait faire quoi et que j'avais quand même envie de l'avoir, mon bac, Bien histoire sûr, d'avoir oui. le choix justement par la suite de faire ce que je voulais, que ce soit du cinéma ou autre chose. Mhm. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris, donc j'ai fait une licence de cinéma à la Sorbonne. Et pour le coup, c'était quand même que 20 heures par semaine. Pareil, j'avais 12 heures de théâtre par semaine à peu près. Et donc là, c'était beaucoup plus facile de m'organiser. Mais c'est vrai que c'était un petit sacrifice quand même au début parce que c'était des grosses doses de travail. Bah oui, mais un sacrifice qui paye quand on regarde ton parcours, c'est extraordinaire, hein. Ah, oui, je sais pas. En vrai, oui, sachant que je viens de La Réunion, qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités et que ça paraît un peu complètement inaccessible. C'est vrai que je suis assez Mhm. contente de mon parcours. C'est- Et si on parle un peu de tes professeurs, est-ce qu'il y a eu des professeurs ou des mentors qui ont eu un impact important pour toi pendant ta formation? Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de professeurs qui m'ont montré plein de méthodes différentes, que ce soit du théâtre très classique, du coup, quand j'ai commencé, de la Mhm. danse-théâtre, où on commençait plus par le corps, etc. Et j'avoue que là, je suis obligée de parler de Jordan Beswick. Donc, je Ok. viens de terminer, c'est un coach américain avec qui je viens de terminer, du coup, 4 semaines de théâtre en anglais. Ok. Et en fait, c'est marrant qu'il m'ait fallu parce que j'ai quand même, ouais, je fais du théâtre depuis que j'ai 13 ans, j'en ai 22. Donc, Mhm. je vous laisse faire le calcul. Et beaucoup de profs ont marqué, mais lui particulièrement parce qu'il a réussi à installer vraiment un confort il est tellement bienveillant et en fait, il m'a vraiment prouvé qu'on pouvait arriver à beaucoup de choses dans la bienveillance. Et en même temps, il est très concret par rapport au métier. Il sait que tous les tournages se font pas dans ce genre de, de confort, on va dire, et qu'en fait, nous, en tant que comédiens, de se créer ce propre confort et d'arriver bien sur nos appuis pour pouvoir évoluer et jouer malgré toute la pression qu'on peut ressentir quand on est sur un plateau de tournage ou au théâtre. Et donc, vraiment, là, je sais que là, dès qu'il revient à Paris, ou peut-être même que je vais aller le voir à New York, mais je vais continuer à me former un petit peu avec lui parce que il m'a ouvert les yeux sur plein de choses, Justement, ce métier. si tu nous parles un peu, sa méthode de travail, tu travailles sur quoi? Sur des monologues en anglais ou sur plutôt des petits textes? C'était comment en fait? Exactement. Il a différentes formations, donc parfois, il va un peu plus en détail. Moi, c'était, je crois, euh, c'était un atelier, donc du coup, on a exploré plein de choses, mais pas beaucoup dans le détail. Mais en tout cas, on fait des monologues et des scènes en anglais. Donc, Mhm. il nous parle qu'en anglais puisque lui, il est américain et qu'il parle Bien sûr. qu'anglais. Et donc, au début, je me suis préparée en me disant, oh, est-ce qu'il va falloir que je révise un peu le champ lexical des émotions, etc. Et en fait, ça a été. Hein, et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il parle complètement des comportements humains.
moi, ce qui Mhm. m'intéresse beaucoup, et que chaque personnage, leur façon d'être, de réagir, de faire est expliquée par quelque chose. Et donc, lui, il part vraiment du principe qu'il faut pas jouer, il faut créer des êtres humains. Les personnages sont des êtres humains et il faut les créer dans toute leur complexité, toutes les plusieurs couches qu'une personne, une vraie personne peut avoir, et c'est très, Mhm. très intéressant. Donc, du coup, c'est un encyclopédie sur pattes de comportement humain, quoi. Est-ce que tu te rappelles de ton premier monologue que tu as fait? Oui, alors c'est un monologue qui vient de la série I'm Ready for You. Donc, parle de viol. Donc, j'étais en Ok. direct mise dans le bain. Et en fait, c'est un monologue assez intéressant parce que pour la langue anglaise, moi, c'était pas. En fait, elle parle dans le monologue des hommes qu'elle appelle les Bob. Donc, c'est le prénom qu'elle donne dans un groupe de paroles de femmes qui se sont faites agresser. Et Mhm. elle parle du fait de la ligne entre le réel et la fiction quand c'est un peu compliqué à expliquer, mais euh, quand quelqu'un passe à l'acte de l'agression, il y a Bien une sûr, espèce ouais. de zone grise où on sait pas trop où on est. En plus, je viens de terminer le livre Triste Tigre qui parle aussi beaucoup de ça. Et transgresser cette espèce de frontière. Et en fait, du coup, tout ça en anglais. Donc déjà, en français, c'est un espèce de second degré qu'il faut comprendre. Et ce cas, c'était pas des idées très, très concrètes. Et donc, Mhm. commencer direct par ça, c'était super parce que il a réussi à me faire tout de suite parler, en fait, de manière très concrète, malgré que je parle d'un truc pas concret du tout et dont Bien on n'a sûr, pas ouais. encore la réponse. Et donc, ouais, j'étais très contente de commencer par ça. Génial, beau travail. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle anecdotes. C'est des choses hilarantes, inattendues qui se seraient arrivées, soit pendant un Mhm. tournage ou à l'école de théâtre. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Un truc hilarant, je sais pas. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses hilarantes qui me sont arrivées. Ou inattendues? Euh... Ou inattendu. Je pense que, en vrai, le truc le plus inattendu qui me fait arriver, c'est d'être prise sur le premier gros projet que j'ai fait quand je suis arrivée à Paris, qui s'appelle Ok. Syndrome E, qui est réalisé par Ah oui, Lourdes ça, Butler. avec Vincent En fait, Elbaz? c'était un peu inattendu parce, oui, exactement. Avec Vincent. C'était inattendu parce qu'en fait, donc j'ai passé le casting. Et à ce moment-là, je passais vraiment beaucoup de casting parce que c'était après la production avait repris. Je passais vraiment beaucoup de casting, genre peut-être 3 par semaine pendant un an, ce qui est vraiment énorme. C'est Et super bien, oui. ciné. Et donc vraiment, je les faisais et puis je les oubliais tout de suite, quoi. Donc pour ça, c'était super parce que c'était presque un entraînement. Je voyais bien que plus j'avançais, plus ça allait bien, plus j'étais bien dans ma peau, etc. Et donc, syndrome E, je passe le casting, j'ai pas de réponse pendant un moment. Ensuite, je passe le callback, mais genre peut-être 3 mois plus tard, alors que le Ah tournage ouais, devait être... Ah oui, oui, alors que le tournage devait commencer... On devait être en janvier. Le tournage devait commencer en mars. Et donc moi, je savais qu'il commençait en mars, donc à partir du moment où j'avais pas passé de callback, je me dis, bon, c'est mort, quoi. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave. mhm, Et moi, je me souviens que je parle pas beaucoup de mes castings à mes parents parce que j'aime pas qu'on me pose la question. En fait, on passe tellement de castings. bien Si je sûr. commence à tous les nommer et que eux, ils vont juste se rappeler de ceux que j'ai ratés, on va dire, parce qu'ils voient pas la chose de la même manière. Euh, et donc, du coup, je me souviens que j'avais eu mon père au téléphone et que je lui ai dit, bon, bah, écoute, là maintenant, je peux te le dire, j'ai loupé cette opportunité. Bon, voilà, c'est pas grave. Parce qu'il me demandait quand même un peu comment ça se passait, etc., les castings. Et, euh, et donc, je dis, bon, bah, j'y croyais plus du tout. Mhm, Et en fait, il s'avère que j'ai été rappelée très vite après cet appel en callback ok. et que j'ai fait un troisième callback quelques semaines plus tard et qu'après j'étais sur projet et que je crois que j'ai dû être prise en plus sur projet peut-être 3 semaines avant de tourner, 2 semaines avant de tourner. Et en fait, c'est drôle parce que ça montre un peu qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans les coulisses parce que moi, j'ai eu l'explication ensuite une fois que j'étais prise. C'est qu'en fait, apparemment, j'ai été une des premières comédiennes qu'ils avaient vues pour le rôle. Donc Jessica Cavalieri, qui était la directrice de casting, et Laure, donc la réalisatrice. Et apparemment, elles étaient assez convaincues que c'était moi tout de suite. Mais il D'accord. fallait convaincre la productrice, Sophie Réville, qui n'était pas
pas sûres. Donc, elles ont eu beaucoup de comédiennes entre temps où nous, on s'est pas vus. Et en fait, à chaque fois, du coup, les 2 derniers callbacks, elles me demandaient des trucs complètement différents. Genre, bon, cette fois-ci, tu vas faire un peu de test. Mais du coup, on a tenté plein de choses. Et c'était un peu pour la convaincre. Donc, ça m'a fait rire quand même. Parce que moi, j'y croyais plus du tout. Et ça m'a fait rire quand même. On dit, nous, depuis le début, on pensait que c'était toi. Donc, en fait, on sait jamais ce qui se passe. Donc, vaut mieux toujours être dans cette idée de passer les castings et de les oublier parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui adviendra. Donc. Non, non, c'est clair. Mais toi, tu disais que tu passais 3 castings par semaine, c'est plutôt pas mal, hein. C'est une bonne moyenne. C'est énorme. Ah non, c'est beaucoup. Après, quand ça s'est calmé, du coup, j'ai un peu moins compris, mais c'est totalement normal. En général, on en passe 3 par mois. Là, vraiment, je suis arrivée avec un profil en plus, je pense, un peu à la mode. Et après le Covid, et donc vraiment, toutes les productions se relevaient. Donc là, c'était non-stop. Si on revenait un peu sur Syndrome E, parce que j'ai regardé tes prestations, c'est fou ce film, parce que tu existes à travers le regard de Charcot, qui est joué par Vincent Albaz. Ouais. Comment toi tu t'es préparé par rapport à ça? Parce que c'est pas des scènes évidentes à jouer en fait que tu as eu. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que du coup, justement, il cherchait... parce que en fait, du coup, je suis quand même un fantôme, donc je suis sa fille qui est décédée dans les attentats de Nice en plus. Donc moi, je me documente vachement, vraiment. Surtout qu'il y avait une scène où on revivait un peu les attentats avec le camion, etc. Donc pour moi, c'était important de me remettre tout ça, tout ce contexte-là dans la tête. Donc moi, je me suis beaucoup documentée là-dessus. Et après, comme tous mes choix, effectivement, tout ce que je dis se fait à travers le cerveau du personnage de Charcot, donc de Vincent, j'ai essayé de pas trop réfléchir et d'être beaucoup en connexion avec Vincent, du coup, forcément. Donc, je pense que c'est une relation qu'on a beaucoup créée sur le plateau. On n'a pas pu se voir beaucoup avant, en plus. Donc, fallait être assez efficace sur ça. Moi, je pensais qu'ils allaient un peu plus tester notre alchimie de père et fille, mais apparemment, ça a tout de suite marché. Donc oui, c'était assez intéressant parce que c'est vrai que je fais jeune, donc je joue toujours des personnages qui sont plus jeunes, mais à chaque fois, il y a une maturité qui se met en place dans ces personnages par ce qu'elles ont vécu, soit parce que je pense que quand je parle, on entend quand même une certaine maturité que j'ai du mal à cacher. Et bah forcément, j'ai 22 ans et je joue des filles de 17, là, à ce moment-là, même j'avais 18 ans, je pense, quand j'ai joué Syndrome E, et je jouais une fille qui avait 14 ans, 15 ans, qui avait 14 ans. Donc, il fallait la bonne personne aussi. C'est pour ça qu'elles ont cherché longtemps aussi, parce que elles pouvaient pas vraiment caster des filles qui avaient 14 ans, parce qu'elles comprenaient pas la même chose du scénario. Et effectivement, tout ce que je dis, en fait, ça passe au travers du cerveau de Charcot, il fallait forcément une certaine maturité. Oui, après il y a aussi le côté par rapport à la loi, pour les faire travailler, on peut pas travailler les mêmes heures quand on est mineur, etc. Exactement. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Mais t'as fait aussi des séries comme Brigade Anonyme ou HPI, tout ça. Tu sais, tu as travaillé quand même avec Eric Cantona, Julien Siri, Audrey Fleurot. Est-ce que toi, ça t'a impressionné de travailler avec tous ces gens-là? Alors, je pense que je crois que je l'ai déjà dit en plus que Audrey Fleurot, c'est la personne avec qui ça m'a le plus impressionné parce que on n'avait pas beaucoup de temps pour apprendre à se connaître. J'étais un guest, donc j'avais 3 jours de tournage parmi une équipe qui se connaissait déjà depuis 3 ans. C'est toujours un peu bizarre en tant que comédien quand on débarque et que on connaît personne et tout. Pour autant, j'étais très bien intégrée et j'ai rencontré des personnes formidables sur le plateau. Mais je pense qu'avec Eric, en plus, je joue leur fille, Eric Cantona et Vincent Elbaz jouent leur fille. Donc, il y a forcément une vraie relation qui se crée et qui détend tout de suite. Avec Audrey, je veux pas spoiler, mais je faisais partie de l'enquête, on va dire, de l'épisode. Bien sûr, ouais. Et donc, on n'avait pas du tout ces rapports-là. Et donc, mon personnage était déjà impressionné par le personnage d'Audrey. Et donc, en tant que comédienne, c'était un peu ça aussi. Donc, franchement, c'est surtout avec Audrey que j'étais impressionnée. Après, ça reste des êtres humains et on le comprend bien vite quand on les rencontre et qu'on discute avec eux et on trouve une détente tout de suite. Et comment t'as atterri dans Brigade Anonyme? Alors, Brigade Anonyme, c'était juste
après HPI. J'ai juste passé un casting avec Florian Delormeau. En plus, c'est un ami à moi qui m'a mis sur le casting parce qu'il connaissait Florian et il lui a dit bah, tu cherches ce profil, Célia, je pense qu'elle correspond. Et Florian m'avait mise dans sa liste pour me voir et m'avait enlevé parce qu'il pensait que j'étais trop vieille. Finalement, grâce à cet ami, il m'a remise dedans et j'ai passé un casting et c'est allé très vite parce qu'il n'y a même pas eu de callback. Moi, je pensais que, pareil, qu'ils allaient tester, je sais pas, peut-être une alchimie avec Eric ou au moins un petit callback. Mais en fait, non, je crois que la productrice, surtout Victoire Daboville, m'a vite fait confiance. Et j'ai très vite rencontré toute l'équipe. On était partis pour l'aventure, quoi. Et est-ce que tu connaissais déjà Julien Siri? T'avais déjà entendu parler de lui ou Non, et en plus, Julien, il me faisait... C'est évident de dire ça, mais comme en fait... Je voyais ses photos sur Internet et je voyais qu'il avait fait que des films un peu d'action, des séries d'action. C'est ça. Et que ça envoyait, quoi. Et je me suis dit, ah là là. Et en fait, c'est un amour, il est d'une bienveillance. C'est vraiment la personne dont on ne peut pas avoir peur. Et du coup, dès que je l'ai rencontré, pareil, parce que il y a aussi un truc où on ne sait jamais comment on va s'entendre avec le ou la, enfin, le réalisateur ou la réalisatrice. Est-ce qu'on va réussir à bien communiquer? Donc c'est forcément avant de se rencontrer une question qu'on se pose et je pense qu'on se jauge directement quand on se voit pour voir un peu comment va se passer le tournage et avec Julien ça a été tout de suite quoi. J'aime bien, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Comment tu gères justement le stress ou la pression qu'on peut avoir sur les plateaux de tournage? Alors je pense que moi j'ai toujours été comme ça, que ce soit par rapport à l'école ou quoi. Je viens très préparée. Je travaille beaucoup en amont pour en fait déjà être en sécurité quoi. C'est-à-dire que évidemment que je vais venir avec mon texte extrêmement su parce que c'est déjà je pense le b.a-ba d'un comédien. En fait on a vraiment du mal à jouer quand on est concentré sur le texte et qu'on a peur d'oublier tout. Moi je sais qu'en plus mon stress se met particulièrement sur ma mémoire. Donc il faut absolument que je vienne en ayant ça de préparer et de sûr quoi. Je me dis ok sur ça je suis bien. J'ai pas de question à me poser et ensuite me laisser porter par la direction d'acteur et par la scène, par tout ce qui s'y raconte. Et donc vraiment j'ai pas de secret à part travailler et faire de la méditation. La méditation. Quand j'ai des scènes quand même j'ai compris que fallait que je me dépense quand même physiquement quand j'avais des grosses scènes le lendemain. Je vais courir ou je vais faire du sport. Alors, je suis pas très sportive, mais j'ai besoin de me vider la tête et d'être sûre qu'au moins physiquement je suis vraiment disponible en fait. C'est ça le plus important, c'est d'être disponible à tout ce qui peut arriver au moment venu en fait. Est-ce que tu dirais que c'est devenu comme un rituel ça maintenant? Ouais, carrément. J'ai expérimenté pas mal et d'ailleurs sur HPI j'avais appris une grande leçon, c'est que justement j'étais vachement impressionnée face à Audrey pour ma scène et j'avais eu du mal à me laisser complètement atteindre comme j'aurais voulu et donc je suis revenue quelques jours plus tard, j'avais une scène avec Nadine Ebout d'interrogatoire et je me dis là il faut que je défende mon personnage, c'est pas possible, il faut que je me laisse encore plus atteindre par ce qui lui arrive et donc je me suis repréparée totalement différemment. Je me suis reconcentrée aussi sur le moment. Je me suis beaucoup plus connectée à ce que mon corps pouvait ressentir quand j'étais triste que ce qui se passe dans ma tête. Donc, je suis un peu rentrée dans une espèce de sophrologie où je me suis remis dans ma respiration et des trucs que je savais déjà, mais en fait, il suffit de faire le vide et voilà, et de se reconcentrer sur les bonnes choses. Et donc maintenant, je pense que je suis un peu plus prête. Parce qu'avant, c'est vrai que ça venait assez naturellement, l'émotion. Et en fait, plus on travaille, j'ai l'impression, et plus on mentalise un peu la chose, plus c'est compliqué. Parce que justement, je m'étais trop posé de questions. Et alors qu'en fait, il suffit que je me remette dans mon corps, quoi, finalement. C'est aussi simple que ça, et là, en fait. Là, sans vouloir spoiler, ton personnage, elle était quand même victime d'inceste. Est-ce que tu t'es documenté à ce moment-là aussi? Énormément. J'ai écouté le podcast ou peut-être une nuit j'ai peur de dire mal son nom, mais Charlotte Pudowski, normalement.
J'écorche très probablement son nom. Mais donc, le podcast Ou peut-être D'accord. une nuit qui dure des heures et des heures et qui est, je pense, la meilleure source d'information que j'ai trouvée sur l'inceste parce que c'est Ok. extrêmement complet. Depuis, comme je disais, j'ai lu Tristotic quand même qui a beaucoup fait parler comme livre. Et en fait, Mhm. ça m'a ouvert les yeux sur déjà les chiffres d'inceste hein, en France. Et ça m'a Mhm. aidé parce que, ouais, bon, je pense que de toute façon, il y a prescription, la série elle est sortie depuis un moment. Donc, mon personnage finit par tuer sa cousine parce que elle est, Ok. je vais pas expliquer par quel moyen, mais elle est à deux doigts de révéler que mon personnage subit de l'inceste. Et donc, c'était Mhm. important pour moi de justifier cet acte. Encore une fois, de violence. Et en fait, dans le podcast, c'était très bien expliqué comment on pouvait passer de victime à bourreau très vite. Mhm. Tous les questionnements qu'il y avait autour de ça. Il y a même beaucoup de victimes qui ont très très peur de devenir bourreau alors qu'elles Mhm. ont aucune raison de l'être, mais qui ont ce truc Bien qui se sûr. déclenche. Ben, la violence forcément crée des dérangements chez nous c'était vraiment nécessaire que je me renseigne, même si encore une fois j'avais très peu de scènes dans HPI, Mhm. très peu de scènes aussi pour parler de l'inceste. C'était Mhm. quand même nécessaire que j'arrive avec autant d'informations pour moi en tout cas, en tant que comédienne. Bien sûr, ouais. Mais c'est drôle que tu dises ce petit truc qui se déclenche parce que ça fait un peu un lien avec syndrome E. Parce que le syndrome E, justement, c'est le truc qui se déclenche qui permet que la personne devienne violente, tu vois. Exactement. Exactement, il y Est-ce a que toi, t'avais fait le toute lien une avec question. les... Non, pas vraiment, j'avoue que là, non. Mais c'est vrai que, non, mais de toute façon, la violence chez les êtres humains, c'est un grand, grand sujet. Mhm. Comment toi, tu fais justement pour travailler quand t'as des rôles qui te sortent un peu de ta zone de confort? Comment tu réagis face à ça? Hum, je me souviens qu'il y avait alors, il y a une série qui s'appelle Willa, qui a été réalisée par Thomas Boulignon, Mhm. qui est pas encore sortie, qui devrait sortir sur France 2 et Paramount+, je crois. Où là, je joue une jeune fille de Harki dans un village français dans les années 80. Et D'accord. mais vraiment dans un village paumé, et pourtant je parle déjà en verlan, chose qui je pense se faisait surtout à Paris à l'époque. Et donc Bien sûr. j'ai vraiment un langage très spécial dans la série. Et là j'étais Ok. obligée de faire appel à Célia Garnier de Fer qui m'a coachée quand j'étais au laboratoire de l'acteur parce que j'avais besoin d'une D'accord. vraie construction de personnage pour justifier ce Ok. langage, pour qu'elle m'aide, pour que ce soit pas trop abrupt dans ma bouche et que ce soit pas chelou, quoi, parce que on veut toujours défendre nos Ouais. personnages et ouais, que ce soit pas mal joué. Franchement, juste ça, c'était un vrai défi à relever, la question du langage, parce que elle parle vraiment en verlan à presque chaque mot. Et, et moi, c'est évidemment pas mon cas. Et en plus, c'est encore le verlan des années 80, donc c'est encore différent de ce que je connais moi maintenant. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et du coup, avec une construction de personnage approfondie, on avait réussi à trouver des raisons et à pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça. Sûrement parce que elle avait envie de se différencier de tous les autres, de tous ses autres amis du village et tout, et que c'est un peu la fille un peu à la mode, qui a le langage un peu à la mode. Et, euh, et ouais, donc voilà, ça, je pense, c'est le truc qui m'a le plus fait sortir de ma zone de confort. Après, j'ai l'impression quand même que les personnages nous choisissent et que finalement, je suis pas très, très éloignée de la plupart des filles que j'ai jouées, que j'ai interprétées. Est-ce que tu aurais gardé comme un tic de langage? Parce que des fois, tu sais, qu'on se met à fond sur un personnage, Et des fois, on commence à parler comme ça, ce personnage. Est-ce que tu en as gardé un peu ou pas? je crois que, alors, il y a un mot qu'elle disait beaucoup. Moi, j'ai rien gardé du tout. Parce que, je suis très attachée à ma façon de parler. Mais, il y avait un mot qu'elle disait tout le temps. Il y a, il y avait, non, mince. Je l'ai plus, mais il y a un mot. Je vais inventer, je vais vous donner un exemple. Mais c'est comme si à la place de blague, je disais Vas-y. gueubla. Genre, c'est une Ok, gueubla. ouais. Et genre, personne dit ça, Mhm. même en verlan, pas beaucoup de gens le disent, mais elle le disait, mais tout le temps, à chaque phrase, quoi. Ah, Ok, voilà, c'est d'accord. Ziva, Oui, je vois pardon. ce que tu veux dire. Ziva. Je pense que dans les années 80, en plus, on disait beaucoup Ah, Ziva. Et du coup, le Ziva était dur parce que je devais le dire à toutes les sauces, et donc j'essayais de trouver à chaque fois des manières.
un peu douce pour que ça sorte de ma bouche, mais un peu quand même. Et donc il y a vraiment des Ziva de surprise, des Ziva où elle est en colère et donc Ziva elle a toutes les sauces. Mais c'est génial en vrai parce que du coup le personnage était bien construit, c'était bien écrit. Tu mettais des IVA partout, en fait. Des Ziva partout, à tout. Hein. Ça, c'est drôle. Est-ce que toi, tu parlais de différents rôles. Est-ce qu'il y a des rôles, des fois, tu t'es dit, on t'a donné un casting, tu dis, ah non, ça, j'ai pas envie de le faire. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as refusé? Des projets que j'ai refusés, oui. Ok. Après, c'est juste parce que... Tu peux me dire pourquoi? oui, parce que évidemment, moi, j'ai fait quand même principalement de la télé, même que de la télé. Et je pense Mhm. qu'il y a un moment donné, moi, je suis arrivée à Paris, j'avais déjà pas mal tourné à La Réunion. J'avais fait une série qui s'appelle Cut, qui Oui, Kat, ouais. ressemble à peu près à ce que ressemble une quotidienne. Et donc, c'est vrai que j'avais pas envie de Mhm. me remettre dans ce genre de projet. Et puis, j'avais pas envie d'y consacrer trop de temps parce que l'air de rien, c'est surtout que ça prend quand même beaucoup de temps, les quotidiennes. Et que j'avais envie de pouvoir Bien explorer sûr. plein de choses. Donc, du coup, de pas forcément me mettre dans ce genre de projet. Sinon, c'est pour ça que je dis, je pense, les rôles nous choisissent parce que c'est jamais des rôles que j'ai refusés, c'est juste des choses j'ai senti que rien qu'au casting, ça allait pas. Même Ah si on ouais, fait ok. du travail de composition, même si on sent qu'il y a des choses, on sait pas, il y a comme des êtres humains, donc des personnages à qui on se connecte plus facilement, je pense. C'est Ok. ça. C'est donc, Est-ce que t'as un finalement, exemple? les projets m'ont choisi. Je crois que fait, euh, j'avais fait je sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais je pense, parce que là, c'était le moment. J'avais fait une self-tape, donc, pour un projet avec Ramsey, je crois, pour Mhm. jouer sa fille. D'accord. Et en fait, donc, c'était une jeune, elle était bénévole urgentiste parce que son père est urgentiste. Et je devais physiquement être très présente. Et moi, je suis toute petite et je sentais que déjà, j'avais du mal et je devrais, genre, normalement, on se dit, on a envie de tout jouer, on a envie de pouvoir tout faire. Mhm. Et je sentais déjà qu'en faisant la safe tape, j'avais du mal à me mettre exactement au niveau de force qu'il voulait que je sois et en même temps à choper la... Parce que je pense qu'en plus, quand il y a la Mhm. caméra ou quand on est devant des gens, il y a une vulnérabilité automatique qui se met en place. Et j'avais du mal à balancer les curseurs, en fait. Donc voilà, je pense que c'est dans ce sens-là que les personnages vraiment nous choisissent et qu'il y a des choses auxquelles on a accès plus facilement. Et pourtant, j'ai pas vécu Mhm. d'inceste, et pourtant, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu complexe parce que, évidemment, j'ai pas du tout vécu la même vie que tous les personnages que j'ai interprétés, mais il y a des choses que j'arrive à Bah comprendre peut-être oui. plus facilement. Mhm. Qui te parle directement, en fait. Euh, Et si on parle du travail avec les autres acteurs, comment t'abordes des fois s'il s'agit de faire des scènes d'improvisation? Comment tu te prépares à ça, en fait? Alors ça, j'avoue, je l'ai plutôt pratiqué en cours que même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'improvisation en cours. Je pense que le Ok. plus important, c'est juste d'être à l'écoute. Et on sait quand même que la base de l'improvisation, c'est de jamais dire non et de suivre C'est ça, la bien, bravo. personne. Et je pense que moi, en plus, l'écoute, c'est mon moment préféré quand je joue. Les scènes où j'ai pas grand-chose à dire et que je suis juste là, c'est vraiment, je vis pour ces moments-là. Et donc, moi, j'adore Mhm. l'improvisation parce que du coup, je pense que je peux assez facilement rebondir sur ce que la personne me raconte étant donné que j'arrive à être très, très à l'écoute. Et je pense que donc, en tournage, c'est la même chose. De toute façon, en tournage, on perd jamais. Les scènes sont toujours quand même ont une structure avant qu'on improvise. Donc, on a déjà à peu près une ligne rouge de tracé. Et ensuite, il faut se laisser la liberté de s'écouter et de rebondir, quoi. Mhm. Non, non, c'est fou, tu parles avec une certaine maturité, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des acteurs ou actrices avec qui tu aimerais travailler ou tu rêves de travailler et pourquoi? Là, en vrai, j'aime beaucoup Virginie Fira, mais je me demande si je suis pas mieux en tant que spectatrice d'ailleurs. Parce Ah que, ouais? ouais, parce que justement, elle me surprend à chaque fois et j'ai l'impression qu'à chaque projet, celui d'après est encore mieux que le précédent. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc, donc peut-être Virginie Fira.
Après, c'est vrai que là, il y a beaucoup, je pense surtout à des réalisateurs, hein, j'ai beaucoup envie de tourner avec des jeunes réalisateurs français et françaises, Ok, comme Emma Benestan, par exemple. Enfin, il y a un truc frais qui se dégage et, euh, et voilà, c'est ça qui m'intéresse un peu, la nouvelle génération quand même. ok, ouais. Parce que, J'aime bien ce que tu dis par rapport à Virginie. Excuse, tu non, disais? j'allais dire, je pense que c'est quand même un métier très générationnel. C'est pour ça que je dis ça. Mais, pardon. Ouais, pas de problème. Tu sais, tu parlais par rapport à Virginie Efira, comme elle avait plusieurs palettes. Toi, justement, comment tu fais pour être un peu authentique avec tous les différents personnages que tu as joués un peu? Je pense que dans tous les cas, l'authenticité, elle est forcément là parce que on est notre propre instrument, notre propre voix. On peut pas inventer Mhm, des émotions qu'on n'a jamais parcourues, on va dire. Et je pense que en fonction des personnages, les curseurs montent ou descendent ou se mettent à d'autres places. C'est-à-dire que moi, j'aurais vécu une situation, peut-être que j'aurais pas réagi de la même manière qu'un autre de mes personnages, mais ça convoque quand même mhm. des émotions que j'ai déjà vécues. Donc j'ai juste à les D'accord. replacer en fonction de la scène et de ce que dit mon personnage. Et il Mhm, faut Jordan Beswick dont je parlais au début parle vachement de la mémoire. Et donc lui il est beaucoup basé sur l'imagination et la mémoire. Et en fait il faut arriver à se créer le souvenir d'un on va dire d'un passé immédiat en fait de ce qui vient de se passer juste avant la scène. Et en même temps, la mhm. mémoire de son corps. Et quand je parlais d'émotions et presque de sophrologie, c'est ça aussi, en fait. C'est avoir la mémoire sensorielle, de ce qui se passe dans notre corps. Mais du coup, c'est pour ça que peut-être les acteurs, Yes. on est un peu bizarre quand on vit des trucs un peu durs. On se dit, non, dans un coin de notre tête, souviens-toi de ça. On l'a vécu. C'est ça, on va s'en servir pour plus Ouais. tard. Si on parle un peu maintenant de perspective et réflexion, est-ce que toi, tu lis un peu les critiques ou les commentaires sur tes performances ou sur des séries sur lesquelles tu as joué un peu? Bah, moi, pour l'instant, j'ai très peu de critiques sur mes personnages et sur mes performances parce que je suis entourée souvent d'acteurs bien plus intéressants, on va dire. Donc, euh, Ouais, je, je, je reçois beaucoup de messages, par contre, d'accord, de ok. spectateurs qui, normalement, s'ils font la démarche de m'envoyer un message, c'est qu'ils ont bien aimé. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore de haters, Ouais. donc ouais, mais je pense que j'avoue que pour l'instant, j'ai pas eu assez de critiques pour répondre à cette question. Je sais pas qu'est-ce que ça me ferait quand je verrais vraiment Ouais. une Mais très est-ce que très toi, mauvaise tu critique. lis ce que les autres disent par rapport au film? Est-ce que tu lis les critiques du film, Oui, même si c'est parce que pas spécialement sur toi? oui, ah oui, totalement, totalement, bien sûr. Ok. Faut avoir aussi prendre un peu de recul et parce que parfois on fait un projet ensemble et on a tellement aimé toute l'équipe que notre regard est un peu biaisé peut-être sur le résultat. Et moi, j'ai besoin d'avoir l'avis Mhm, de mes proches déjà et aussi mhm. de voir l'avis d'inconnus parce que c'est important, je pense, de juste savoir où se place le projet. Bien sûr, ouais. Après, il faut pas que ça soit maladif, Et comment évidemment. tu... Bien sûr, oui. Mais comment tu réagis, toi, quand tu lis, genre, quand tu lis des critiques sur Brigade Anonyme ou Syndrome E, tu penses que c'est proche de la réalité ou c'est complètement loin? Oui, je pense qu'il y a des choses il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres non. Et moi, tant que je suis D'accord. OK avec mon avis et sincère avec moi-même, tout va bien. T'as raison, oui. Je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses. Ouais. J'essaie de... Est-ce, Dis-moi. est-ce qu'il y aurait une grande leçon que tu aurais apprise en travaillant dans l'industrie de la télévision? Une grande leçon. Je pense que je suis un peu jeune encore pour répondre à ça. Non. Ok. Il n'y a pas genre, tu te dis, ah ouais, celle-là, cette technique, c'est comme ça que ça marche, faut à chaque fois que ce soit la même. Non, pas pour l'instant. Ouais, vraiment, quand je parlais d'HPI, des scènes un peu d'émotion et tout, ça c'est une grande leçon pour Ouais, moi-même. Après, est-ce que j'ai appris des leçons d'accord. sur la vie? Euh, oui, peut-être, oui. Oui, mais T'as non, hésité, mais t'as je hésité, t'as pense dit, que comme je sais pas si je peux le dire. le travail ensemble, tout ça, mais ça c'est même pas que dans l'industrie, c'est dans n'importe quelle entreprise, on apprend à travailler ensemble Mhm, et, euh, et, euh,
les gens sont plus ou moins gentils ou méchants, plus ou moins bienveillants ou pas. Ouais. Et il faut apprendre à se protéger un peu, tout en ne se fermant pas des portes et en se fermant des rencontres, on va dire. Ça, oui, mais je pense Bien sûr, oui. que n'importe quelle personne qui a un peu travaillé à mon âge pourrait dire que ça, ouais. Mhm. Toi, sinon, dans notre métier, quel est l'aspect le plus gratifiant que tu trouves? C'est dur. Le plus gratifiant. Je saurais même pas dire parce que pour moi, ce serait pas. En tant que comédienne, en tout cas, j'ai l'impression que je fais ça pour des petits miracles un peu qui peuvent se passer sur les tournages où on a senti que la D'accord. scène a décollé ou qu'on était totalement dedans et qu'on s'est oublié, sans s'oublier parce que quand même, il y a plein de paramètres techniques à prendre en compte. Mais où il s'est Bien passé sûr, quelque oui. chose et on peut le sentir vraiment dans notre trip. Je pense que c'est ça le plus gratifiant pour moi. Parce que même parfois, quand une scène D'accord. rend super bien et que nous, on sait qu'on n'y était pas à fond, et ben, il y a un truc un Mhm. peu frustrant. Donc pour moi, ce serait pas le résultat, ce serait le moment. Le moment, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un genre que tu aimerais explorer? Tu sais, un genre de film que t'as pas encore fait, que tu aimerais explorer à tout prix? Avec la série Ouija, on a un peu exploré, pardon, le genre de l'horreur. Et je trouve que c'est pas quelque chose qui se Bien sûr. fait beaucoup. Alors évidemment, on en a qui le font, hein, mais euh, c'est pas hyper non plus répandu en France. Et je pense que rien que pour ça, j'aurais envie Mhm. d'explorer un peu plus. Ouais. Ça serait drôle, je pense. D'accord. Ça serait Non, drôle. mais vu qu'en plus, moi, Là, je suis on une arrive dans flippette, la pardon, partie... dans la vie, je pense que ce Ah serait oui. cool de le faire pour de faux, quoi. C'est drôle. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu de promo. Donc, est-ce qu'il y a des films où on peut te voir en ce moment, où il y a des choses qui se passent professionnellement et tout? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, il y a Brigade Anonyme, mais qui est déjà sorti euh, sur MC il y a 2 mois, 3 mois. Ouais, genre, bon, je me souviens même plus. Ok. Et il y a la série Ouija de Thomas Mourignon qui est censée sortir, mais c'est cet hiver, donc c'est dans un moment, qui sera donc sur France 2 et Paramount+. Tu nous parles un peu de cette série parce que c'est une espèce de colloque, un peu, non, c'est ça? En fait, c'est donc des... Alors non, peut-être que tu confonds avec la coloc, c'est Ultra Loin, non? La coloc Ah oui, c'est d'outre-mer. vrai, t'as raison, ouais, 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 oui, je confonds avec, ouais, c'est ça. Je pensais ça, ouais, je Exactement. Alors confonds. Ouija, c'est différent. Parle-nous de C'est Ouija alors. c'est euh, c'est euh, des donc des jeunes. C'est un peu moi, ça me rappelle beaucoup les Goonies. C'est pour ça que j'étais très très contente d'être prise sur ce projet. C'est vraiment une Ok. bande de jeunes dans les années 80 qui reçoivent des correspondants allemands. Et en fait, ce qui est assez Mhm. intéressant dans la série, c'est que il y a plusieurs générations. Donc, il y a notre génération, il y a les générations des parents, et il y a la génération des grands-parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, donc qui ont encore un peu du mal avec les Allemands Mhm. qui arrivent dans le village. Et en fait, je veux rien spoiler, je me suis pas trop préparée pour cette synopsis-là. J'ai peur de dire des bêtises, mais on va Ok, dis découvrir rien. des secrets du village avec cette bande D'accord. mi-allemande, mi-française. Et ça se passe pendant la Coupe du Monde de 82, donc la finale Oh, France-Allemagne. super. Donc il y a une vraie rivalité qui se On met est en hâte place. de voir. Ouais. On est hâte. Ma prochaine question, je sais que tu me l'as dit tout à l'heure, tu étais un petit peu jeune, mais quels sont tes objectifs, toi, en tant qu'actrice? Comment tu vois l'avenir? Comme je disais, j'ai fait quand même principalement de la télé, donc j'ai beaucoup envie de faire du cinéma aussi. Mhm. J'ai l'impression que les frontières sont de plus en plus floues et j'ai envie que ça continue à évoluer comme ça, en fait, qu'on puisse un peu faire de tout. Parce que je pense qu'en France, quelques D'accord. années encore, on avait tendance à mettre beaucoup les agricases. Et donc, j'ai envie de pouvoir un peu me balader entre les genres et les séries et les films. Mais on verra déjà. J'espère que déjà, premier objectif, c'est de continuer, franchement. Euh, À tourner, ouais. donc, Ouais. ouais, déjà continuer à avoir des projets, à ce que tout se passe bien, entre guillemets. Ouais. Et peut-être un jour réaliser. J'aime bien ça. Enfin, j'y pense beaucoup parce que j'ai un ami qui Ah oui. réalise.
et avec qui j'ai déjà coécrit un épisode d'une petite série là qui n'est pas du tout sortie. Et qui me pose vachement. Pour l'instant, je me sens pas du tout. Je me sens beaucoup plus prête, par exemple, à écrire des documentaires. Et peut-être que la fiction, ce sera pour plus tard. Mais en tout cas, moi, les documentaires, ça m'intéresse aussi énormément. Donc, si j'écris, si je réalise, je commencerai par les documentaires. Ouais, documentaire. J'aime beaucoup ce que tu disais par rapport à mettre les gens dans les cases. Est-ce que toi, tu trouves, malgré tout ça, on te met quand même dans des cases? Moi, je suis métisse, donc il y a quand même forcément. C'est bizarre parce que en même temps, c'est en train de vachement se développer parce que en vrai, il y a pas trop d'actrices, d'acteurs incontournables qui sont métisses. Il y a Nita Enro, je trouve, qui est vraiment très présente dans le paysage du cinéma français. Mais en fait, on sait jamais trop où nous mettre parce que pour l'instant, ils ont du mal à faire des vraies familles mixtes. Et donc, c'est une vraie question qui se pose. Après, moi, j'ai eu de la chance d'avoir en tout cas obtenu beaucoup de rôles où il n'y avait pas d'origine vraiment recherchée. Oui, c'est ce que je voulais dire. La question par exemple, de Eric ou de Vincent. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que j'arrive à passer un peu au travers des filets et puis que ça va encore, on va encore grandir en diversité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, par exemple, la diversité est un petit peu plus présente à la télé, dans les séries, que dans le cinéma français. Après, c'est une impression, peut-être que j'ai tort, mais je vois les castings que je passe, et effectivement, on se pose un tout petit peu moins. C'est toujours une question, hein, mais j'ai l'impression qu'à la télé, il y a plus de rôles, en tout cas pour l'instant. Ok. Non, c'est pas mal ce que tu dis parce que ça me fait penser. Mais tu sais, quand t'as joué dans Cut, est-ce que l'origine était. On savait que t'étais genre métisse ou pas? Parce que tu jouais la fille d'Edouard Montoutet, ça? Ouais, en fait, je jouais la fille. Alors moi, je jouais pas vraiment sa fille biologique. J'étais juste une jeune fille qui était en foyer et qui l'a recueillie, on va dire, chez lui. Et donc, ma mère, effectivement, était blanche et mon père, je crois, était un personnage des saisons précédentes, je crois. Et donc ils cherchaient une métisse. Mais je sais qu'à l'époque, ils avaient fait passer le casting à des filles qui n'étaient pas du tout métisses. Donc, c'était assez libre, encore une fois. Donc, à chaque fois, j'ai réussi à avoir des trucs où l'origine n'était pas vraiment une question. Ouais, non, ça c'est génial parce que pour l'instant, t'es à l'étape où t'es un peu passe-partout. Oui, complètement. En fait. Donc, c'est un avantage aussi. Donc, je m'en plains pas du tout. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, c'est clair. Là, on arrive dans la partie de l'émission, c'est la partie tips. Quel conseil, tu sais, tu parlais de la Réunion tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est pas évident quand on vient de la Réunion de pouvoir faire du cinéma et tout. Quel conseil, justement, tu donneras à des jeunes à l'Ermitage qui t'écoutent et qui diraient, moi aussi, j'aimerais une carrière à la Célia un peu? Une carrière à la Célia, je sais pas, mais en tout cas, j'ai évidemment des conseils. C'est déjà de suivre maintenant tous les directeurs de casting et tous les directrices de casting sont sur les réseaux sociaux et postent beaucoup de casting sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que maintenant, c'est quand même assez accessible. Et donc, de répondre, si vraiment ça vous intéresse, de répondre aux annonces et aux bonnes annonces, de pas envoyer, s'ils cherchent une blonde et que vous n'êtes pas blonde, n'envoyez pas votre profil parce que ça va plus les embêter qu'autre chose. Mais si vous sentez que vous correspondez vraiment au profil qu'ils recherchent, envoyez. Après, évidemment, en France, je sais que c'est pas le cas dans d'autres pays européens, mais en France, tout se passe quand même beaucoup à Paris. Donc, c'est quand même un avantage d'habiter à Paris. Après, il y a beaucoup de choses qui se font en région et où ils cherchent des rôles en région. Donc, vraiment, restez connectés parce que je pense que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux maintenant. Donc que tout le monde a un peu sa chance. J'espère, en tout cas. Super. Non, j'adore. Non, c'est vrai, c'est un très beau message de la fin. En tout cas, Célia, c'était un plaisir de parler avec toi, d'apprendre beaucoup sur ton parcours. Tu dégages cette maturité. Après, tu as aussi cette technique pour travailler. C'est tout à ton honneur. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir à l'émission. Moi aussi, merci beaucoup pour ton temps. Je te dis merci, on te rappelle. Merci, j'espère. Je croise les doigts. À bientôt, Célia. Bye bye.